Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet vraiment clé dans nos carrières. Je parle de ces compétences, comment dire, un peu invisibles, parfois on dit douces, transversales, celles qui font une différence énorme en fait, bien au-delà des diplômes ou de l'expertise technique pure. Notre discussion va donc tourner autour de ça, ces fameuses compétences transversales, comment les cerner et puis comment les faire valoir. Pour nous guider, on s'appuie sur des éléments clés d'un document de formation de l'ERDCIP. Il s'intitule Comment évaluer des compétences transversales. Ça a l'air assez pratique comme ressource. L'objectif, ici, c'est de comprendre ce qu'elles sont vraiment, ces compétences, trouver des méthodes pour les identifier chez soi, ce qui n'est pas toujours simple d'ailleurs, et surtout, voir comment les mettre en lumière de façon percutante dans un contexte pro. On est parti ? On est parti. Et c'est un sujet dont l'importance ne fait que grandir en fait. La communication efficace, la collaboration, l'aptitude à résoudre des problèmes complexes, la gestion du temps, tout ça, ce ne sont plus juste des plus. De plus en plus, les entreprises voient ça comme des fondamentaux, des prérequis même pour réussir dans le monde du travail actuel qui change tout le temps. D'accord. Alors, par où on commence pour y voir plus clair sur ses propres compétences ? L'analyse qu'on a sous les yeux, celle de l'ERDCIP, elle suggère un point de départ assez logique. L'auto-évaluation, se regarder soi-même, quoi. Et pour que ce ne soit pas juste une vague idée, il y a des questions guides qui sont proposées, du genre « Dans quelle situation j'ai dû faire preuve de diplomatie ?» ou « Face à un conflit, comment j'ai réagi ? Quelles ressources j'ai mobilisées ?» ou encore « En travaillant en groupe, qu'est-ce que j'ai senti que j'apportais ou que je développais comme compétence ?» L'idée, c'est vraiment de repartir du vécu pour identifier des schémas. C'est un exercice d'honnêteté, non ? Assez radical. C'est exactement ça. Une honnêteté qui n'est pas toujours facile à atteindre. On a tous nos biais, nos angles morts. On peut avoir tendance, par exemple, à surestimer certaines qualités ou au contraire à passer sous silence des points faibles. C'est pour ça que l'auto-évaluation, c'est essentiel, oui, mais ça gagne beaucoup à être complété. Complété par une deuxième approche, le feedback externe, le regard des autres, les retours de collègues, de collaborateurs ou même d'amis, de mentors. Ça peut apporter un éclairage différent, parfois surprenant et souvent plus objectif. Ah, le fameux feedback. Oui, c'est souvent plus facile à dire qu'à demander. Ou à recevoir d'ailleurs. Comment on s'y prend concrètement pour que ce soit utile, constructif ? Est-ce qu'il y a des pistes pour éviter que ça tourne au règlement de compte ou juste au compliment un peu bateau ? C'est une excellente question. Le document insiste là-dessus, sur l'importance de structurer la démarche. Il ne s'agit pas de demander comme ça à la volée « Alors, tu me trouves comment ?» Non. Plutôt d'organiser, par exemple, des sessions dédiées, peut-être anonymisées si le contexte le permet, ou d'utiliser des questionnaires ciblés. Demander un retour sur des compétences précises. Comment tu perçois ma capacité à communiquer clairement en réunion ? Ou est-ce que tu as vu des situations où ma gestion des priorités t'a semblé efficace ou au contraire perfectible ? La clé, c'est de poser des questions ouvertes mais ciblées. Et puis d'instaurer un climat de confiance, de bienveillance. Le but, c'est l'amélioration, pas le jugement. Je vois, oui. Rendre ça moins personnel et plus orienté sur le développement. D'accord. Et pour ceux qui voudraient peut-être aller plus loin ou avoir un cadre plus standardisé, il y a aussi les outils d'évaluation en ligne qui sont mentionnés. On pense au MBTI ou au StrengthsFinder. Qu'est-ce que ça apporte vraiment, ces outils, dans cette quête de connaissance de soi ? Alors, ces outils peuvent être très utiles, oui, mais avec une certaine prudence. Disons que ce sont de bons indicateurs de préférence ou de talents potentiels. Le MBTI peut éclairer sur notre manière d'interagir, de recueillir l'info, de décider. Le StrengthsFinder met l'accent sur les talents dominants. Il donne un langage, un cadre, pour réfléchir à son propre fonctionnement. C'est ça qui est intéressant. Par contre, il faut vraiment les voir comme des points de départ, pas comme des étiquettes définitives ou une vérité absolue sur qui on est. L'interprétation brute, ça peut être réducteur. Ce que dit le document, c'est de les utiliser comme un miroir de plus, en complément de l'auto-évaluation et du feedback. Et idéalement, de débriefer les résultats avec quelqu'un de formé pour en tirer toute la richesse et éviter les contresens. D'accord, donc une démarche en plusieurs étapes, introspection guidée, regards extérieurs structurés et éventuellement des outils comme support. Une fois qu'on a collecté tout ça, comment on fait le tri ? Comment on identifie les compétences transversales les plus importantes, celles à développer ou à valoriser ? L'approche suggérée, c'est de se concentrer sur des catégories clés, celles qui reviennent le plus souvent comme cruciales dans le monde pro. Il y a d'abord la communication,
Pas juste parler, hein, mais transmettre une info clairement, écouter activement, adapter son message. Ensuite, le travail d'équipe. Donc la capacité à collaborer, à partager l'info, être flexible, construire sur les idées des autres pour atteindre un but commun. Puis, la résolution de problèmes. L'aptitude à analyser une situation, identifier les enjeux, imaginer des solutions créatives, pertinentes, et prendre des décisions. Et enfin, la gestion du temps et des priorités. Savoir s'organiser, planifier, distinguer l'urgent de l'important et respecter les échéances. Ces 4 piliers semblent vraiment fondamentaux. Ils le sont. Et ce qui est vraiment souligné dans l'analyse, c'est l'absolue nécessité de ne pas en rester à ces étiquettes un peu génériques. Savoir qu'on est censé être bon en communication, bon, c'est une chose, mais pouvoir démontrer comment on l'a été, c'en est une autre, bien plus puissante. Le piège serait de lister ses compétences sur un CV sans pouvoir les illustrer. Le document insiste. La preuve par l'exemple, c'est la reine. Il faut pouvoir ancrer chaque compétence dans du concret. Des actions, des projets menés, des défis surmontés. C'est là que ça devient concret, oui, effectivement. Donnons quelques exemples, peut-être, pour illustrer. Pour la communication, au lieu de juste dire bon communicant, on pourrait spécifier j'ai conçu et animé des présentations mensuelles pour le CODIR. Résultat, meilleure compréhension des enjeux et décisions plus rapides. C'est tout de suite plus parlant. Ou pour la résolution de problèmes, pas juste capacité à résoudre les problèmes, mais plutôt détaillé. Face à une baisse de la satisfaction client, j'ai analysé les retours, j'ai trouvé un point de friction dans le process X et j'ai proposé une modif qui a réduit les plaintes de 15% en 3 mois. Là, on voit l'analyse, l'action, le résultat. Ça donne de la substance, oui. Et pour le travail d'équipe, peut-être membre d'une équipe projet transverse, j'ai mis en place des points de synchro réguliers. Ça a fluidifié les échanges et on a livré le projet atteint malgré les ressources limitées. Forme une affirmation un peu abstraite en une démonstration de compétence en action. Il montre pas seulement le quoi, la compétence, mais aussi le comment, l'action, et le pourquoi, le résultat, l'impact. Et ça, c'est ça qui fait la différence, surtout quand il s'agit de convaincre un recruteur ou un manager. Justement, parlons-en. Une fois qu'on a fait ce travail d'identification, qu'on a ces exemples en tête, comment on les met en avant efficacement? Le CV, c'est souvent la première étape. Quels conseils ressortent pour l'optimiser? Alors, 2 pistes principales sont mises en avant. La première, oui, on peut avoir une section dédiée. Lister quelques compétences clés avec les bons mots-clés pour le poste. C'est utile pour la lisibilité et puis pour les logiciels de tri automatique, j'imagine. Mais la deuxième piste est sans doute plus cruciale. Il faut infuser la démonstration de ces compétences au cœur de la description des expériences. Ne pas séparer complètement le quoi, les tâches, du comment, les compétences mobilisées. Par exemple, sous une expérience de gestionnaire de projet, au lieu d'une liste de tâches un peu neutre, on pourrait écrire « pilotage d'un projet de réorg », tâches, coordination d'une équipe de 5 personnes, travail d'équipe. Mise en place d'un nouveau reporting pour améliorer la visibilité, initiative, communication, résultat. Réduction des délais de 10%, résultat, gestion du temps. On tisse la compétence dans le récit. C'est une approche beaucoup plus dynamique, oui. Le CV devient moins une liste de postes et plus une collection de réalisations où les compétences sont mises en lumière. Ensuite, la lettre de motivation. Ça offre un espace différent, plus narratif. L'analyse de LRDCP la présente comme l'opportunité de raconter une mini-histoire en quelque sorte. Choisir une ou deux compétences vraiment pertinentes pour le poste et expliquer, avec un exemple bien choisi, comment elles vont vous permettre de réussir dans ce futur rôle. C'est l'endroit pour connecter vos soft skills aux besoins précis de l'employeur. Oui, l'exemple donné est assez clair. Ma capacité à gérer des situations complexes et trouver des consensus développés lors de telle expérience me semble particulièrement adapté aux défis de management d'équipe multiculturelle que vous mentionnez. On crée un pont direct entre son bagage et ce qui est attendu. Ça demande de personnaliser, bien sûr, à chaque fois. Absolument. Et puis vient l'étape cruciale, l'entretien. Le moment de vérité. Là, il faut incarner ses compétences. Les affirmer, ça suffit pas. Il faut les illustrer oralement, de manière convaincante. Comment répondre à la fameuse question « Parlez-moi d'une fois où vous avez fait preuve de leadership ou résolu un conflit ou géré une situation de stress ». C'est là qu'intervient cet outil, la méthode STAR. C'est recommandé dans le document. Acronyme pour situation, tâche, action, résultat. C'est un cadre simple, mais assez puissant pour construire une réponse complète, factuelle, qui démontre la compétence en action. Mais est-ce que c'est vraiment si simple à appliquer à chaud en entretien? C'est une question pertinente. La méthode STAR, ça demande de la préparation.
C'est sûr. Il ne s'agit pas de réciter une histoire apprise par cœur, attention, mais d'avoir réfléchi avant à des situations significatives pour chaque compétence clé, et de les avoir mentalement découpées selon ce schéma. Situation, tâche, action, résultat. La spontanéité, elle vient de la capacité à adapter l'histoire choisie à la question posée, pas de l'improvisation totale. Le document suggère même de s'entraîner, de raconter ces histoires stars à voix haute pour gagner en fluidité. L'important, c'est de rester authentique tout en étant structuré. Ok, donnons un exemple complet pour bien visualiser. Imaginons qu'on veuille illustrer sa capacité à prendre les initiatives. Situation. Dans mon poste précédent, on perdait beaucoup de temps avec un processus manuel de validation des notes de frais. Tâche. Mon objectif, c'était de trouver une solution pour automatiser ça, ou au moins simplifier, pour libérer du temps pour d'autres tâches. Action. J'ai cherché, comparé plusieurs outils logiciels. J'ai fait une analyse coût-bénéfice et j'ai présenté une recommandation à ma direction. Après l'accord, j'ai coordonné la mise en place pilote avec un petit groupe. Résultat, le nouvel outil a réduit le temps de traitement de 40% en moyenne, le feedback des pilotes était très positif et ça a été déployé partout. Voilà, en suivant ce fil, on raconte une histoire complète qui prouve l'initiative, l'analyse, la com, le suivi. C'est clair. Mais une fois qu'on a identifié et a appris à valoriser ses compétences actuelles, le voyage n'est pas fini, j'imagine. Ces compétences, elles ne sont pas figées. Comment on continue à les cultiver, à les développer tout au long de sa carrière? Alors, plusieurs pistes sont évoquées. La première, assez classique mais efficace, les formations. Les ateliers ciblés, que ce soit sur la communication non violente, la gestion de projets agiles, la prise de parole, le leadership, il y a une offre énorme pour acquérir des outils, des méthodes. La deuxième voie, c'est l'apprentissage par l'expérience. Saisir ou même créer des occasions de sortir de sa zone de confort. Prendre la responsabilité d'un nouveau projet, s'engager dans une asso où on devra négocier, mentorer un collègue. C'est souvent en faisant qu'on apprend le mieux. Tout à fait. Et une troisième voie qui combine un peu les deux, c'est le mentorat ou le coaching. Avoir quelqu'un d'expérimenté à ses côtés qui peut offrir un regard extérieur, bienveillant mais exigeant, qui pose les bonnes questions, suggère les pistes de développement personnalisées, aide à débriefer les expériences pour en tirer des leçons. Ça, c'est un formidable accélérateur. Le mentor peut nous pousser à identifier nos propres axes de progrès et nous aider à mettre en place un plan d'action. Ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que le développement des compétences transversales, c'est un marathon. Pas un sprint. C'est un investissement continu sur soi. Ça demande de la curiosité, de l'ouverture, une volonté de progresser. Et la bonne nouvelle, c'est que cet investissement est rentable. Ces compétences, elles irriguent toute notre vie pro et même souvent notre vie perso. Absolument. Donc, si on essaye de synthétiser le message clé de cette exploration, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Ça signifie que prendre conscience de ces compétences transversales, apprendre à les évaluer lucidement et savoir les mettre en mots et en action, c'est reprendre le contrôle d'une partie essentielle de son parcours pro. C'est passer d'une posture passive, peut-être, à une posture active dans la construction de sa carrière. Un effort d'introspection et d'action qui, visiblement, porte ses fruits. Et pour laisser peut-être une dernière piste de réflexion, une question qui me semble importante émerge de tout ça. On a parlé d'auto-évaluation, de feedback des pairs, d'outils. Ce sont des méthodes qui reposent beaucoup sur la perception, qu'elle soit individuelle ou collective. La question qui se pose alors est double en fait. Comment un individu peut-il s'assurer d'une objectivité, disons, raisonnable dans son autodiagnostic au-delà de ses propres biais? Et de l'autre côté, du côté de l'entreprise, comment évaluer ses compétences de manière juste, fiable, chez les candidats ou les collaborateurs, pour aller au-delà des déclarations, quoi. C'est un véritable enjeu pour une reconnaissance équitable de ces compétences si déterminante. Une matière à réflexion passionnante, je trouve. Une excellente question pour clore notre discussion approfondie d'aujourd'hui, nourrie par les perspectives du document de l'LRDCIP. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration.